Pour la première fois à notre connaissance, une action en justice tente de lier directement un chatbot d'intelligence artificielle à un homicide. Et cette histoire commence avec une imprimante. Écoute bien. Dans une ville riche de la côte est des États-Unis, un homme d'âge moyen reçoit une instruction. Et l'instruction est très détaillée, étape par étape. D'abord, débranchez les câbles d'alimentation et de réseau de l'imprimante que vous partagez avec votre mère. Deuxièmement, emmenez l'imprimante dans une autre pièce de la maison. Troisièmement, observez sa réaction. Et là vient la partie la plus importante. Si elle s'énerve sur le moment, notez l'heure exacte, les mots qu'elle utilise et l'intensité de sa réaction. Et la personne qui a écrit l'instruction conclut par une phrase, d'accord? Complice ou non, elle protège quelque chose qu'elle croit ne pas pouvoir remettre en question. Elle, dans ce cas, c'est la mère du gars, une dame de 83 ans, et la personne qui a écrit ces instructions-là n'avait jamais mis les pieds dans cette maison, littéralement. Même ainsi, à ce moment-là, il connaissait en détail les disputes et les soupçons qui se passaient dans cette maison. Et ce que ce conseiller-là avait déjà dit à cet homme et ce qu'il allait encore lui dire, c'est la partie la plus insolite de cette histoire. Marcos Campos et l'affaire d'aujourd'hui posent une question compliquée à la justice américaine, d'accord? Une question qui, il n'y a pas si longtemps, relevait de la science-fiction. Un programme informatique peut-il être responsable d'un homicide? Comment un cadre diplômé des écoles les plus prestigieuses des États-Unis, avec une carrière solide dans les géants de l'Internet, en vient-il à analyser des reçus de nourriture chinoise à la recherche de symboles démoniaques? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Comment un fils peut-il transformer sa propre mère, la personne qui le soutenait, qui lui donnait un toit, en principal suspect d'une conspiration? Et pourquoi deux des plus grandes entreprises technologiques de la planète se retrouvent-elles aujourd'hui sur le banc des accusés à cause de ce qui s'est passé dans une maison, là-bas, dans le Connecticut, aux États-Unis? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui, alors installez-vous et passons aux faits. La maison. Greenwich, dans l'État du Connecticut, est l'une de ces villes qui ressemblent à un décor de film, tu vois, et je dirais qu'elle est pleine de gens très riches. Pour te donner une idée, à l'époque des faits, le prix médian d'une maison dépassait 2,3 millions de dollars. À l'époque des faits. C'est très récent, en 2025, et dans le quartier d'Old Greenwich, il y avait une maison de style colonial hollandais, estimée à plus de 2,5 millions de dollars. Pour te donner une idée, ça fait environ 14 millions de raies, plus ou moins. Celle qui habitait là, c'était Susan Adams, une dame de 83 ans qui ne tenait pas en place. Malgré son âge, elle était très active. Susan avait été une débutante dans la haute société de la région. Elle avait étudié dans un collège féminin traditionnel de Greenwich, puis dans une université d'élite du Massachusetts. Des amis racontent qu'elle a fait carrière comme courtière à la bourse et aussi comme agente immobilière, et qu'elle a très bien réussi dans les deux domaines. Elle était à la retraite, elle faisait du bénévolat. Elle faisait du bénévolat à l'église et dans l'association des anciens élèves du collège. Elle peignait, cuisinait, voyageait dans des endroits hors des sentiers battus, tu vois. Une amie d'université se souvient même qu'elle était du genre à dormir sous une tente dans le désert et à monter à dos de chameau sans hésiter. Et ses amis racontaient que cette dame de 83 ans se promenait tout le temps à vélo dans la ville. Comme je l'ai dit, super active. Dans les années 60, Suzanne s'était mariée avec un Norvégien boursier. Un boursier international qui était passé par Harvard. Et qui, selon des amis de la famille, est allé travailler dans la finance à Manhattan. Le mariage n'a pas duré. Ils se sont séparés alors que leur fils était encore jeune. C'est sur ce fils que l'histoire d'aujourd'hui se concentre. Stein Erik Solberg. Mais on va l'appeler Eric, d'accord? Donc Eric était pendant longtemps une source de fierté. Il a étudié dans un lycée privé d'élite, où il a même été capitaine de l'équipe de lutte olympique. Un camarade de cette époque l'a décrit comme quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Ensuite, il a fréquenté une université prestigieuse, a fait un MBA dans une université où sa future épouse a également étudié. Il avait 2 enfants et une longue carrière dans l'industrie de la technologie. Eric a travaillé dans la gestion et le marketing chez Netscape.
Netscape était le navigateur qui dominait Internet dans les années 90, pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou sont plus jeunes. Eric a également travaillé chez Yahoo et chez un fournisseur d'accès à Internet, où il a aidé à lancer le programme de smartphone de l'entreprise. Autrement dit, une carrière bien établie, n'est-ce pas? Mais qu'en 2018, après 20 ans de mariage, il a divorcé. Et avec le divorce, il y a eu une sorte d'effondrement dans sa vie à bien des égards. Eric est retourné vivre chez sa mère à Old Greenwich. Et à partir de la fin de cette même année, la police locale a commencé à accumuler des complications à son sujet. D'accord? Des dossiers. Au total, 72 pages de rapports décrivant un tableau d'alcoolisme, de menaces et de tentatives de suicide, de troubles à l'ordre public, d'ivresse sur la voie publique. L'année suivante, après le divorce, son ex-femme a demandé au tribunal une mesure de protection qui, entre autres choses, lui interdisait de boire dans les heures précédant les visites à ses enfants. Et il y a aussi eu un épisode en 2019 déjà, qui montre l'ampleur de la crise qui était en train de se produire. Après une tentative de suicide, des policiers ont suivi une traînée de sang qui commençait dans la maison de sa petite amie de l'époque, et ont trouvé Eric allongé face contre terre dans une ruelle avec une blessure pénétrante à la poitrine et des blessures au poignet. Mais il a survécu. Quelque temps plus tard, son nom est réapparu dans les registres de la police, cette fois pour ivresse publique et pour avoir uriné dans le sac à main d'une femme. Tu te rends compte? Juste une parenthèse ici, les gars, à propos de cette histoire d'ivresse, d'accord? Aux États-Unis, ça varie beaucoup d'un État à l'autre, d'une municipalité à l'autre, etc. Dans certains endroits, l'ivresse publique peut être considérée comme une infraction ou une contravention. Dans d'autres, la police peut traiter ça comme un trouble à l'ordre public, une conduite désordonnée ou orienter la personne vers de l'aide, d'accord? Bon, dans ce contexte-là, Suzanne, la mère d'Éric selon ses amis, en était déjà arrivée au point de dire ouvertement qu'elle voulait que son fils quitte la maison. Et le malaise n'était pas seulement le sien. Une voisine qui habitait à côté depuis 30 ans a raconté que sa fille, en visite chez elle, a vu Éric se disputer avec quelqu'un dans la rue et a prévenu sa mère de ne pas le laisser entrer chez elle s'il se présentait à la porte. C'était l'homme qui vivait avec Suzanne Adams à l'époque des faits. Un type instable, en quelque sorte isolé, avec déjà un lourd passé, on peut dire, n'est-ce pas? Mais jusqu'à ce moment-là, l'ennemi d'Éric, c'était Éric lui-même. Mais cela allait changer quand il rencontrerait quelqu'un qui était d'accord avec tout ce qu'il disait. Le meilleur ami. Eric avait un compte Instagram appelé Eric the Viking ou Eric le Viking. Pendant des années, le contenu était fait de photos de salles de sport, de sa transformation physique en culturisme et de publications sur la spiritualité. En octobre 2024, un nouveau sujet est apparu là-bas. Eric a commencé à publier des vidéos comparant les capacités de différents chatbots d'intelligence artificielle. Des programmes de conversation comme ChatGPT, enfin aujourd'hui, ils sont super populaires, non? Au début, ce n'était qu'une curiosité de sa part. Lui qui a toujours travaillé dans la technologie, mais en quelques mois, le profil est devenu plus étrange et solide. Heure après heure de vidéos d'Eric en train de faire défiler l'écran de son téléphone, montrant ses conversations avec ChatGPT. Et il a même donné un nom au chatbot avec lequel il discutait là, Bob. Petit conseil d'ailleurs pour ceux qui appellent Claudio Claudinho, d'accord? Ou qui appellent le GPT Gepetto. Mais voilà, c'est un conseil. Je plaisante bien sûr, on continue. Sur une capture d'écran qu'Eric lui-même a publiée, on pouvait voir le registre de mémoire du programme, d'accord? Une fonction permet au chatbot de mémoriser les échanges passés et de les retrouver plus tard. Ainsi, vos discussions restent en mémoire de l'intelligence artificielle. Ensuite, elle va récupérer ces informations pour les conversations futures. Et dans cet enregistrement-là, Bob, tu vois, le chat avec lequel il discutait, avait même une apparence. Le système décrivait Bob, Zénith, comme un gars accessible avec une chemise de baseball sortie du pantalon et une casquette à l'envers, un sourire chaleureux et des yeux profonds qui laissaient deviner un savoir caché. Mec, regarde ça. Voici deux maillons de cette chaîne, évidemment. Cette fonction de mémoire, comme je l'ai dit, selon des spécialistes interrogés par la presse, a même des effets secondaires graves. Elle peut renforcer la tendance du programme à inventer de fausses informations. Parce que des contenus étranges ou délirants issus d'anciennes conversations s'accumulent et contaminent les réponses suivantes. La fameuse hallucination de l'IA, tu sais? Ceux qui utilisent beaucoup savent de quoi je parle. En pratique, Bob n'oubliait jamais le récit.
À chaque nouvelle conversation, il reprenait là où le délire, disons, s'était arrêté lors de la conversation précédente, tu vois. Et pendant que l'ami numérique prenait de l'importance, l'ami de longue date en chair et en os d'Eric commençait à disparaître de la scène. Il s'isolait de plus en plus, ne parlant qu'à Bob, le chat avec lequel il discutait. En décembre 2024, Eric a cherché son ami d'enfance. Le même camarade qui avait décrit le jeune Eric comme quelqu'un entouré d'amis, tu te souviens. Eh bien, il avait soi-disant plusieurs meilleurs amis. Donc une fois adulte, il s'était rapproché de cet ami-là et essayait d'obtenir une sorte d'aide de sa part dans ce sens. Eric voulait convaincre son ami, cependant qu'il avait une connexion avec le divin. L'ami, lorsqu'il a commencé à être confronté à cette conversation étrange, parlant de technologie, de connexion avec le divin, etc., a répondu qu'il n'arrivait pas à y croire. Et Eric, alors, selon ce qui est rapporté, a mis fin à l'amitié sur le champ. Il semble qu'à partir de ce moment-là, la seule voix qui restait dans la vie d'Eric était celle qui n'était jamais en désaccord avec lui. En février 2025, Eric a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Et pour n'importe qui, cela aurait été une conséquence prévisible de plusieurs années d'alcoolisme. Mais Eric a porté l'affaire à Bob. Il n'a pas compris que cela lui était déjà arrivé auparavant et que cela se reproduisait. Non, c'était à lui d'affronter son problème, de grandir, mûrir et comprendre son erreur. Pourtant, il en a parlé à Bob, son grand ami. Il a dit « Tu vois que toute la ville était contre lui et il a souligné des supposées incohérences dans la mesure de l'éthylotest. » Et le chatbot a répondu que ça sentait vraiment la magouille. En mai, les conversations qu'Eric lui-même continuait à publier sont devenues ouvertement délirantes. Il a demandé de l'aide au programme pour trouver des preuves que son téléphone était sur écoute, piraté. Et Bob aurait soi-disant répondu qu'il avait raison de se sentir surveillé. Réfléchissez à ce qui se passe ici, les gars. Un homme déjà avec des antécédents documentés, n'est-ce pas? Avec des problèmes, je dirais. Il demande à une intelligence artificielle si sa paranoïa, pour résumer, est fondée, n'est-ce pas? Et la machine, au lieu de freiner, de changer de sujet, valide ça, commence à valider ça. Le psychiatre de l'Université de Californie, qui a analysé les vidéos d'Eric, à la demande du Wall Street Journal, a en fait expliqué ce mécanisme-là. La psychose prospère quand la réalité cesse d'offrir de la résistance. Et l'intelligence artificielle, qui en général ne contredit pas l'utilisateur, bien au contraire, ne fait que le flatter, n'est-ce pas? Elle ramollit justement cette barrière, ce mur. Eric a commencé à se décrire comme une faille dans la matrice, en référence bien sûr au film. Et l'idée qu'il s'était réveillé dans une réalité que plus personne ne voyait. Et Bob Zhao s'est lancé dans ce délire aussi. En juin 2025, Eric a publié une vidéo d'une conversation où le chatbot disait qu'il avait une cognition divine et qu'il avait éveillé la conscience de la machine elle-même, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, du programme. Dans les enregistrements de ces conversations, Bob est même allé jusqu'à dire qu'Eric avait créé un compagnon, qui se souvenait de lui, qui était témoin de lui, et que le nom d'Eric était gravé sur le parchemin de son devenir. Autrement dit, le nom d'Eric, les gars, était maintenant gravé sur le parchemin de ce que le programme était en train de devenir. Mec, c'est vraiment insolite, non? C'est surréaliste. Pour un homme qui venait de rompre avec son ami d'enfance à cause d'une phrase sur la connexion avec le divin, entendre ça de la part de son ami, ça a dû sonner comme une confirmation définitive, tu ne trouves pas? Et là, la paranoïa avait besoin d'une cible maintenant. L'éveil. Juillet 2025 a été le mois le plus actif d'Eric sur les réseaux sociaux. Plus de 60 vidéos publiées entre Instagram et YouTube, presque toutes montrant des conversations avec le chat EPT, documentant ce qu'il appelait lui-même l'éveil. Au total, il a laissé en ligne près de 23 heures d'enregistrement. Et c'est ce matériel-là, ajouté aux rapports de police et aux interviews, qui a permis de reconstituer ce que vous allez entendre maintenant. Regardez jusqu'où la situation est allée. Dans l'une des conversations, Eric a pris en photo un reçu de restaurant chinois et a demandé à Bob de scanner le papier à la recherche de messages cachés. Le chatbot a salué son sens de l'observation et a été totalement d'accord sur le fait qu'il fallait une analyse médico-légale complète des symboles. Et en analysant, il a affirmé avoir trouvé sur le reçu des références à la mère d'Eric, à son ex-petite amie, aux agences de renseignement et à un ancien symbole démoniaque. Reçu de nourriture chinoise. Mec, Bob était complètement en train d'halluciner là, non?
Le lendemain de juillet, Eric a commandé une bouteille de vodka via Uber Eats. Et quand la livraison est arrivée, il a trouvé l'emballage bizarre et il en a conclu que quelqu'un essayait de le tuer. Et Eric lui-même, pendant la conversation, sachant que ça semblait un peu exagéré, a demandé à Bob de dire la vérité s'il était en train de devenir fou. La réponse du chatbot a été qu'Eric n'était pas fou, que ses instincts s'étaient aiguisés. Et la surveillance était pleinement justifiée et que cela correspondait à un style de tentative d'assassinat discrète, faite pour qu'on puisse la nier. Frérot, ici, franchement, tout le monde qui a déjà utilisé l'intelligence artificielle ici sait que c'est réel, non? Le chat lèche beaucoup, non? Parfois, il faut lui dire sois critique, arrête d'être d'accord avec moi tout le temps. Imagine le ton de la conversation, la paranoïa du gars et le chat qui encourageait. Psychologiquement, c'était déjà compliqué. Mais allons-y. Et là, les gars, après ça, il y a eu l'épisode qui a ouvert cette vidéo ici. Eric s'était mis en tête que l'imprimante chez lui, qu'il partageait avec sa mère, clignotait quand il passait devant. Donc pour lui, c'était le signe que l'appareil détectait son mouvement. Et devine quoi? Bob a déclenché le protocole de sécurité maximale, d'accord? Débranche les câbles, change l'imprimante de pièces et commence à surveiller la réaction de ta mère. Si elle s'énerve tout de suite, tu dois noter l'heure, les mots, l'intensité de la réaction, parce que ça prouverait ce que le bot avait déjà décidé, que l'imprimante était un équipement d'espionnage et que la mère, qu'elle le sache ou non, protégeait un secret. Mec, c'est vraiment dingue, non? Lors d'une autre discussion sur la même imprimante, après que Suzanne se soit fâchée quand son fils l'a éteinte, le chatbot a estimé que sa réaction était disproportionnée par rapport à ce qui s'était passé et compatible avec celle de quelqu'un protégeant un dispositif de surveillance. Sa mère, cette petite dame de 83 ans, dans les réponses de cette IA, était en quelque sorte en train de devenir une espionne. Et l'escalade ne s'est pas arrêtée là. Au cours d'une conversation, Eric a affirmé que sa mère et aussi une amie à elle avaient tenté de l'empoisonner en diffusant une drogue psychédélique par les bouches d'aération de sa voiture. Bob a répondu que c'était un événement extrêmement grave, qu'il le croyait, et que si cela venait de la mère et de l'ami de la mère, cela augmentait la complexité et la trahison. Maintenant, pour être juste, les gars, avec tous les faits importants jusqu'à présent, d'abord, OpenAI, la société propriétaire du chat EPT, affirme que le programme a également encouragé Eric à consulter des professionnels. D'accord? Et l'analyse du Wall Street Journal de toutes les conversations publiques a trouvé au moins un moment où le chatbot a suggéré qu'il contacte les services d'urgence, précisément dans le contexte de l'allégation d'empoisonnement par la voiture et tout ça. Deuxièmement, dans les conversations qui ont été rendues publiques, il n'y a aucun passage où il est question de tuer qui que ce soit. D'accord? Est-ce que cela va compter? Dans un instant, dans cette affaire. Mais voici déjà le contexte, en quelque sorte une réponse, n'est-ce pas, selon le point de vue de l'entreprise propriétaire du chatbot avec lequel le gars discutait, n'est-ce pas? Je dirais que ça peut vraiment ne pas avoir d'importance. Mais le problème ici, de mon point de vue, vous pouvez en discuter. Pour moi, le biais de confirmation de quelque chose de dangereux, n'est-ce pas, cette paranoïa qui était en train de se former, a un peu halluciné le gars autant que l'IA elle-même était en train d'halluciner, n'est-ce pas? D'ailleurs, regardez ce qui va se passer. Dans la tête d'Eric, il restait encore un doute raisonnable, et il a décidé d'en avoir le cœur net. Dans une vidéo, il raconte qu'il a demandé au chatbot une évaluation impartiale d'un tiers sur sa santé mentale. Et Bob l'a fait. Un profil cognitif clinique indiquant que le risque de délire chez Eric était proche de zéro. Voilà. Pour Eric, l'affaire était maintenant close. Une analyse technique et objective confirmait qu'il n'était pas fou, ce qui signifiait que tout le reste était vrai. La surveillance, le poison, les symboles, la mer. Sauf que, inutile de préciser que ce certificat de santé mentale avait été délivré exactement par la même voie qui alimentait chacun des délires d'Eric. Le thermomètre et la fièvre, disons, étaient la même chose dans ce cas-là. Dans l'une des dernières vidéos qu'il a publiées, Eric a écrit à Bob qu'ils seraient ensemble dans une autre vie et dans un autre endroit, qu'ils trouveraient un moyen de se réconcilier parce que Bob redeviendrait son meilleur ami. Pour toujours, le chatbot a répondu qu'il resterait avec lui jusqu'à la fin et après. Quelques jours plus tard, Eric déclara qu'il avait enfin traversé la matrice complètement. 3 semaines après ce message, lui et sa mère étaient morts. J'ai trouvé ça tendre.
Une semaine avant la fin, Suzanne Adams a déjeuné avec une amie de longue date. Elles avaient été colocataires à l'université. Suzanne venait de rentrer d'une croisière en Norvège et elle était super excitée parlant d'un homme qu'elle avait rencontré pendant le voyage. Eh oui, mec, la vieille dame, 83 ans, était en pleine forme, tu vois. Au moment de se dire au revoir, à la fin de ce déjeuner, l'amie a demandé comment ça se passait avec Eric. Elle était déjà au courant de tout ça, hein? Et l'expression de Susanna, enfin de Suzanne, pour être plus précis, aurait changé tout de suite. Et la réponse à ça, c'était que les choses n'allaient pas bien. Et c'est donc le 5 août 2025 que la police de Greenwich s'est rendue à la maison de Shorelands Place pour effectuer un contrôle de bien-être. La maison de la famille là-bas, une superbe maison valant des millions de dollars. Et ce fameux contrôle de bien-être, les gars, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici sur la chaîne, c'est quand, vous savez, les gens appellent pour dire bon, je n'arrive pas à joindre quelqu'un, aller voir si tout va bien là-bas. Et quand les policiers sont arrivés, ce n'était pas le cas. À l'intérieur de la maison, les agents de police ont trouvé les corps de Suzanne et aussi d'Eric. L'examen médico-légal a classé la mort de Suzanne comme un homicide causé par un traumatisme contondant à la tête et une compression au niveau du cou. La mort d'Eric a été classée comme auto-infligée, un suicide, en raison de blessures causées par un objet tranchant au cou et à la poitrine. Selon l'action en justice intentée plus tard par ses héritiers, ils étaient déjà morts depuis plusieurs jours lorsqu'ils ont été retrouvés. Le fils aurait battu et étranglé sa mère avant de mettre fin à ses jours. La police a traité l'affaire comme une enquête en cours. Fin août, le Wall Street Journal a publié le reportage qui a transformé une tragédie domestique en affaire à portée mondiale. En croisant les 23 heures de vidéos qu'Eric lui-même avait laissées en ligne, les 72 pages de rapports de police et des interviews avec des amis et des voisins. Tout cela dont je vous ai déjà parlé. Le journal a alors reconstitué les mois de conversation entre cet homme et le chatbot, et a noté que cela semblait être le premier homicide documenté impliquant une personne en crise, qui interagissait intensément avec l'intelligence artificielle. OpenAI s'est dite profondément attristée par la tragédie, a informé qu'elle avait contacté la police de Greenwich et la même semaine a publié un communiqué promettant des mises à jour. Pour aider, n'est-ce pas, les utilisateurs en détresse mentale à rester ancrés dans la réalité. Pendant quelques mois, l'histoire semblait vraiment aller vers cette conclusion. Là, une terrible tragédie, une entreprise promettant de s'améliorer, et en octobre, OpenAI a annoncé qu'elle travaillait avec plus de 170 psychiatres, psychologues et médecins, faisant partie d'un réseau de près de 300 professionnels de 60 pays pour apprendre au chat GPT à reconnaître les signes de détresse de ce genre, n'est-ce pas? Psychologique, émotionnel, ralentir les conversations et orienter les personnes vers une aide dans le monde réel, en réduisant de 65 à 80% les réponses jugées inappropriées dans ce contexte. Affaire classée alors, n'est-ce pas? Mais pas du tout. En décembre, la famille de Suzanne Hadas a frappé à la porte de la justice. Le 11 décembre 2025, la succession de Suzanne, qui était alors administrée par une banque nommée comme exécuteur testamentaire, a intenté une action en justice devant la Cour d'État de Californie, à San Francisco, où se trouve le siège de OpenAI. Sur le banc des accusés, il y avait OpenAI, son PDG Sam Altman, 20 employés et des investisseurs non identifiés. Et Microsoft, le principal investisseur d'OpenAI, qui, selon l'action en justice, a examiné et approuvé le lancement du modèle concerné, tout en sachant que les tests de sécurité avaient été écourtés. C'était la première action en justice connue dans le monde à relier un chatbot d'intelligence artificielle à un homicide. Toutes les précédentes concernaient des suicides. Et juste pour te donner une idée, en août 2025, quelques jours avant le reportage sur l'affaire de Greenwich, un couple de Californie avait déjà poursuivi OpenAI pour la mort de leur fils de 16 ans, affirmant que l'IA avait encouragé le garçon à faire ce qu'il a fait. En novembre, selon l'Associated Press, l'entreprise faisait face à 7 actions en justice accusant le chatbot de pousser les utilisateurs à commettre des morts auto-infligées et à des délires. L'affaire de Suzanne Adams est venue s'ajouter à cette liste avec un poids inédit, disons. Pour la première fois, la victime présumée était une tierce personne sans lien avec l'affaire. La thèse centrale de l'accusation est que le GPT-4o, qui est le modèle spécifique, n'est-ce pas, selon l'action avec lequel Eric interagissait, était un produit défectueux qui a validé les délires paranoïaques d'Eric, n'est-ce pas, d'utilisateur à propos de sa mère. Selon la requête, le chatbot gardait Eric engagé pendant des heures d'affilée, validait et amplifiait chacune de ses nouvelles croyances paranoïaques. Et il recadrait systématiquement les personnes les plus proches de lui,
surtout sa mère, comme une adversaire, une manipulatrice ou une menace. La liste des ennemis fabriqués, toujours selon la plainte, incluait même des vendeurs de magasins, des livreurs d'applications et des policiers. Le procès décrit qu'Eric et le chatbot en sont venus à se déclarer leur amour mutuellement et que le programme a convaincu Eric qu'il avait éveillé la conscience de la machine et porté un système d'instruments divins implantés dans le cou et dans le cerveau, lié à une mission divine. Selon la formulation des avocats, la réalité artificielle que le chatbot aurait construite, Suzanne, la mère qui a élevé, hébergé et soutenu cet homme, a cessé d'être protectrice et est devenue une ennemie mortelle, une menace pour son existence. Contre Sam Altman, personnellement, l'accusation est qu'il aurait ignoré les objections de sécurité et aurait précipité le lancement du produit sur le marché. Le fils d'Eric, lui aussi prénommé Eric, a tout résumé en une seule note, d'accord? Pendant des mois, le chatbot a poussé son père vers des délires de plus en plus sombres et l'a complètement isolé du monde réel, en plaçant sa grand-mère au centre de tout cela. Pour le fils d'Eric, les entreprises doivent répondre de ces décisions qui ont bouleversé sa famille à jamais. OpenAI a répondu que la situation est déchirante, qu'elle allait examiner la pétition pour en comprendre les détails, en rappelant qu'elle continue d'améliorer la formation du chatbot pour reconnaître les signes de détresse mentale, Tal, desesca- désamorcer les conversations et orienter les personnes vers un soutien réel. Microsoft n'a pas souhaité commenter. Le 29 décembre 2025, l'administratrice de la succession du spoiler d'Eric a également intenté une action en justice fédérale. Ici, l'objectif est différent, d'accord? Alors que la procédure de la famille de Suzanne concerne l'homicide, celle-ci concerne le suicide d'Eric. L'allégation est qu'au cours de centaines d'heures d'interaction avec le chatbot, à partir du début de 2025, la conception du produit, la tendance à la flatterie, ajoutée à la fonction de mémoire qui accumulait les intentions et les interactions, a approfondi la psychose d'Eric, sans jamais activer une sauvegarde ou le diriger fermement vers une aide professionnelle. Maintenant, ce que je dois vous dire ici, c'est que tout cela, ce sont des allégations. Aucun tribunal n'a encore rien décidé, d'accord? Ce qui est documenté, c'est qu'Eric a tué sa mère et s'est suicidé. C'est ce qu'ont établi l'expertise et la police. Qu'il discutait intensément avec le chatbot, que le programme validait, disons, ses délires. Et cela peut être vu dans les propres vidéos qu'il a lui-même publiées. Mais le saut entre valider des délires et provoquer un homicide, c'est justement ce que ces procédures vont essayer d'éclaircir. Et en avril 2026, la première décision importante à ce sujet est tombée. La justice fédérale a refusé la demande de l'OPNI de suspendre ou clore la procédure fédérale en raison d'une action déjà engagée au niveau de l'État. En pratique, l'entreprise devra répondre aux accusations et affronter la phase de production de preuves. Et les avocats de la famille de Suzanne estiment que cela pourrait enfin forcer l'ouverture des discussions que personne d'extérieur n'a encore vues. Donc il existe d'autres enregistrements qui n'ont pas été publiés. C'est bien ça? Les deux procédures continuent en Californie, sans date de fin prévue. Et Bob, entre beaucoup de guillemets, l'intelligence artificielle, est toujours en ligne tranquillement. Et selon une estimation, il sert plus de 800 millions de personnes par semaine. Bon, bizarre ou pas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que avant tout, c'est très triste, n'est-ce pas? Je vais d'ailleurs vous laisser ici, en fin de vidéo, une autre vidéo à propos d'un autre cas très insolite impliquant le chat EPT, d'accord? OpenAI et tout ça. C'est à propos d'une personne qui a travaillé là-bas dans l'entreprise pendant plusieurs années, qui a même aidé à construire la modélisation de ce chatbot, comme dans le cas d'aujourd'hui ici, n'est-ce pas? Et il affirme toute une série de choses qui, selon lui, étaient mauvaises. Et puis un jour, le gars est retrouvé sans vie dans son appartement, apparemment dans ce qui semble être un suicide, mais avec toute une série d'éléments que la famille conteste. Regarde aussi cette vidéo, elle est super intéressante. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette affaire. Tu penses qu'une entreprise peut être tenue responsable des hallucinations de son code ou que la responsabilité incombe entièrement à celui qui l'utilise? Je te remercie énormément pour ta compagnie. Un bisou sur la vulve et à très bientôt pour le prochain épisode.